Ukraine. Quels objectifs pour les États-Unis? Au-delà des raisons souvent invoquées dans les médias pour expliquer l'implication et l'engagement des États-Unis et leur positionnement quant à la guerre en Ukraine, il y a peut-être un contexte géopolitique qu'il est important de recontextualiser pour comprendre quelle est la vision américaine de ce conflit. Pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel dans ses nouveaux rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors depuis février 2022, on voit l'implication des États-Unis aux côtés des Ukrainiens. Elle prend une forme très concrète, notamment grâce au budget. Le budget qui est alloué aux Ukrainiens et à un montant qui est vraiment considérable. Oui, au préalable, vous avez raison de souligner d'emblée l'aspect qui est relatif au budget. J'aimerais attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que cette question qui peut paraître, on va dire, relativement banale ou classique, me semble très très importante parce que finalement, à force de toujours avoir le sentiment que la démarche est évidente, peut-être qu'on s'abstient de davantage réfléchir sur quelles seraient les logiques en profondeur qui peuvent animer un pays à prendre des positions d'un point de vue géopolitique. Et en l'occurrence, en ce qui concerne notre thématique précise aujourd'hui, à savoir quels sont les objectifs que poursuivent les États-Unis en Ukraine, on va se rendre compte que les choses ne sont pas forcément aussi évidentes que ça. Et pour s'en convaincre, on va peut-être d'ailleurs effectivement commencer par réappréhender cette aide qui a été accordée par les États-Unis, aide qui était attendue depuis un moment, d'ailleurs depuis plusieurs mois. Ça aussi d'ailleurs c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en plus cette aide n'a pas été aussi automatique que ce qu'on a pu penser. Mais donc, effectivement, il y a eu une aide de 60 milliards qui a été débloquée et qui a été accordée par les États-Unis d'Amérique à l'Ukraine en début d'année 2024. Alors, la première tentation qu'on a, c'est déjà de considérer, c'est vrai qu'en valeur absolue, cette somme est relativement importante, ce qui est objectivement vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on poursuit dans cette première perspective ou dynamique, on peut aussi rajouter que c'est l'équivalent de toute la somme allouée entre le 24 février 2022 et fin 2023. Donc là, on aurait l'impression qu'il y a une accélération puisque sur un temps aussi court, on se retrouve sur l'équivalent des sommes qui avaient été accordées auparavant et qu'on les double donc. Et puis, ce qui est aussi intéressant en termes de comparaison, c'est que si on est en dollars constants, mais on se retrouve avec une somme qui serait supérieure à l'équivalent de la totalité des investissements américains sur le plan Marshall à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc à l'énoncé des arguments tels qu'on est en train de les mettre en évidence, on se rend bien compte que là, même si je m'empresse de le dire, il va peut-être falloir le nuancer par la suite, on aurait le sentiment que cette aide est très conséquente. Et évidemment, de surenchérir en disant que c'est normal, parce qu'on voit bien quelles seraient les raisons telles qu'a priori elles apparaissent objectivement comme immédiates, à savoir défendre un pays qui a été attaqué et se porter à son secours, venir se positionner d'un point de vue moral et puis défendre tout simplement le droit international. Seulement, là où on va peut-être pouvoir s'interroger davantage, c'est dans un premier temps peut-être justement en regardant véritablement s'il n'est pas possible de nuancer cette première impression, si vous voulez bien, Olivier, sur les prêts qui sont faits. Et si tel est le cas, alors effectivement, il va falloir peut-être s'interroger davantage. Car si on se rend compte que l'aide n'est pas forcément aussi conséquente ou substantielle que ça, alors peut-être qu'on sera obligé d'accepter dans un premier temps que finalement, elle est plus nuancée que ce qu'il apparaît spontanément. Pour se rendre compte de ce qu'on est en train de dire, il y a deux comparaisons qui s'imposent, me semble-t-il. La première comparaison qui pourrait être faite, c'est par rapport aux investissements tels que les Américains ont consenti à les faire en Afghanistan durant ces 20 ans. Afghanistan à laquelle, je rappelle pour nos visiteurs, on avait d'ailleurs consacré 2 séances parce que le sujet qui est trop oublié aujourd'hui est très important. Et là, il y a un document qui a été mis en place par John Sopko, qui était l'inspecteur général spécial pour les opérations en Afghanistan. Donc en fait, en acronyme américain, le SIGAR, et qui a fait un document de plus d'une centaine de pages, et dans lequel on se rend bien compte que là, il y a 2 chiffres qui sont manifestement très intéressants. D'abord, le coût global des opérations militaires telles que le département de la défense américain a bien voulu le mettre en place sur ces 20 ans de guerre. Olivier, c'est 837 milliards de dollars. Donc là déjà, on a une remise en perspective qui me semble-t-il est assez éclairante, d'autant plus que de surcroît, il faudrait rajouter à cette première somme une somme qui avait été allouée à la reconstruction de l'Afghanistan et qui est de 145 milliards de dollars. Donc là, on se rend bien compte qu'on est déjà plus du tout dans la même perspective. Et dans la continuité de nos propos, il y a un autre document qui est intéressant,
C'est un document assez classique, le Military Balance, qui est mis par un institut international d'études stratégiques et qui observe, c'est son objectif, l'ensemble des dépenses qui sont faites par les pays, ou par tous les pays dans l'année 2024. Et là, il y a un premier constat qui doit être fait, c'est que si on regarde le budget militaire américain, à la page 29, le constat est que le montant du budget de la défense des États-Unis d'Amérique pour 2024, c'est 863,5 milliards de dollars. Et là, je demande aux auditeurs de remettre en perspective ou de remettre en lumière le chiffre de 60 milliards qu'on a mis, parce que là, on se rend bien compte qu'il n'a plus du tout la même portée ou la même importance. À l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on se rend bien compte que le chiffre de 60 milliards, qui certes reste important en valeur absolue, est totalement à nuancer et beaucoup moins important que ce qu'on aurait pu penser, ce qui nous amène au raisonnement qui consiste à dire que finalement l'aide américaine, peut-on utiliser ce vocabulaire, paraît plus empruntée ou plus réservée ou plus, comment dire, prudente que ce qui pouvait apparaître spontanément, et ce qui légitime notre problématique, parce que si c'est bien le cas, alors il va falloir effectivement analyser quelles sont les raisons profondes de cette intervention américaine dans ses modalités, et donc quels sont les objectifs qui sont poursuivis. Parce que là, nous sommes intéressés à l'aspect financier. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi quelle est la grille géopolitique qu'utilisent les États-Unis quand ils interviennent ou quand ils aident l'Ukraine. Oui, parce que là, il y a un point sur lequel il faut insister. Finalement, l'aspect financier, c'est la résultante ou le reflet de choix qui sont mis en amont. D'abord, il y a quelle est la culture, ça nous rappelle là aussi une séance qu'on avait consacrée à la Russie, quelle est la culture stratégique historiquement des États-Unis. Parce que ça va certainement nous permettre de mieux comprendre leur approche. Et puis ensuite, on y reviendra, il y a des aspects qui sont plus liés à des événements temporels ou historiques sur le temps court, et puis peut-être même, on en sera amené à évoquer la nature de la puissance américaine. Alors, comme vous nous y invitez, on va peut-être commencer par essayer de se remettre dans la perspective de qu'est-ce que c'est que l'école anglo-américaine ou l'école américaine en géopolitique. Là, il y a 3 noms qu'il faut mettre en avant, qui sont à la fois des noms américains et britanniques, puisque dans une école de pensée du monde à travers les grands théoriciens anglo-américains, on a Alfred Mahan, on a John Mackinder et on a Nicholas Spikeman. Et la combinaison des 3 est intéressante, me semble-t-il, par rapport à la nature du sujet, parce qu'on va se rendre compte qu'au fur et à mesure où on progresse, on va voir se dessiner une logique qui permet déjà spontanément de mieux comprendre quelles pourraient être les raisons objectives de l'intervention américaine dans les modalités telles qu'on vient de les décrire. Alors d'abord, on a Alfred Mahan. Ça, je me contenterai de l'énoncer parce que, évidemment, c'est le premier, même si c'est un peu étonnant que ce soit un Américain qui l'ait fait, qui a réfléchi sur une conception qu'on qualifiera plutôt d'anglo-saxonne. Et donc l'ouvrage est assez célèbre, Influence of Seapower upon History. Et donc on voit bien que là, on est totalement déjà projeté dans une démarche qui se veut une démarche d'une puissance maritime, et qu'en tant que puissance maritime, de par le rôle qu'on assume, on cherche à comprendre quelle doit être la stratégie qu'on doit déployer pour asseoir sa suprématie et contrer la suprématie des rivaux. Dans la continuité, on se retrouve avec John Mackinder. Et là, John Mackinder est intéressant, puisqu'il s'appuie effectivement sur cette même démarche d'une puissance maritime. Mais ce qui est assez intéressant, et je vais utiliser un terme qui est assez célèbre, c'est que John Mackinder divise d'abord, au fur et à mesure, le monde en 2. Il y aurait une île centrale, et puis des îles périphériques, l'Australie et les États-Unis, puissance maritime périphérique, mais que dans cette île centrale, il y aurait le cœur, le Heartland, et ce pivot est très important pour Mackinder, parce que, en fait, l'idée est la suivante: si vous avez une force qui arrive suffisamment à regrouper et à synthétiser ce cœur ou ce pivot, alors elle va être amenée à dominer le monde. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose. En plus, c'est un auteur qui a écrit surtout dans la première partie du début du XXe siècle. Donc la phobie, l'obsession craintive de Mackinder, qui est britannique, c'est de voir à un moment, pour différentes raisons, l'immense territoire russe se conjuguer avec une puissance allemande qui est naissante depuis le 18 janvier 1871, et que cette combinaison des deux finisse par concrétiser effroi suprême des anglo-saxons, effectivement un Heartland qui se réunit, et puis c'est très important ce qu'on est en train de dire, parce qu'on voit bien que déjà, le réflexe américain va être d'empêcher qu'il y ait une telle puissance. Et puis alors, dans la continuité, là me semble-t-il c'est intéressant aussi, on a Nicholas Spikeman qui lui est américain, et qui va nuancer Mackinder en disant que bon, le Heartland, certes, c'est important, mais ce qui est capital, c'est le Rimland. Alors, je vais y revenir, parce que là, on dit, oh,
De quoi parle-t-on? Et le Rimland, c'est plutôt une logique concentrique, un cercle, ou le pouvoir de l'anneau. Parce que, en fait, le vrai pouvoir consisterait à maîtriser les bordures maritimes qui encerclent tout le continent, qui est l'équivalent du Heartland. Mais moi, j'ai le sentiment que, si vous me permettez, tous ces auteurs se conjuguent, parce que si on regarde bien ce qu'on est en train de se dire, pour contenir le containment, n'est-ce pas, cher aux États-Unis depuis le début de la guerre froide et la fin des années 40, la décennie 40, l'idée, c'est de dire, bon, ce pivot-là, si on veut le contenir, il faut complètement maîtriser une sorte d'arc de cercle qui partirait globalement, c'est intéressant tout ce qu'on va te dire par rapport à l'actualité, la Méditerranée, le Proche Moyen-Orient, puis on bascule sur l'océan Indien et on va jusqu'en Asie du Sud-Est. Et c'est la meilleure façon que presque d'encercler ou comment dire, de neutraliser. Et c'est très américain comme approche. Il ne faut jamais oublier que dans la guerre de sécession entre 1861 et 1865, le plan pour étouffer la rébellion du Sud s'appelle le plan Anaconda, parce qu'on a bien compris qu'il fallait faire un blocus maritime pour empêcher que le Sud ne puisse survivre à son insurrection. On est complètement dans cette logique-là. Et donc là, on voit bien que la première idée consiste à réfréner ou à gêner une puissance qui pourrait se révéler, on va dire, être un concurrent par rapport à la puissance américaine que seraient les États-Unis. Voilà, me semble-t-il, une première dynamique qui s'articule sur la perception géopolitique anglo-saxonne du monde depuis 200 ou 300 ans, qui est particulièrement importante à prendre en considération si on veut comprendre quels sont les objectifs que cherchent à atteindre les Américains en Ukraine. Oui, comment ne pas conjuguer cette analyse à l'histoire récente et à la chute du bloc de l'Est et donc de l'Union soviétique et à la grille de lecture qui s'est imposée ensuite? C'est très juste. Et là, j'ai le sentiment que c'est passionnant parce qu'on va voir qu'on a un certain nombre de paramètres qui vont venir s'emboîter les uns dans les autres. Parce que là, si on prend l'histoire plus récente, alors tout est relatif, mais depuis la chute de l'Union soviétique, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, là, les Américains ont mis en place une démarche qui est très très classique en géopolitique et qui consiste à dire, bon, on a un rival qui s'écroule, et donc la première idée, c'est d'empêcher qu'il puisse renaître. Donc ça veut dire qu'on va tout simplement faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais réacquérir à nouveau la puissance telle qu'il l'avait, et la puissance qui était l'Union soviétique durant la guerre froide, globalement, si on reprend les chiffres classiques ou les dates les plus aisées, 1945, 1991, même si on préfère commencer la guerre froide un peu plus tard, en 1949. Donc là, on s'inscrit complètement dans une logique classique, et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, avec les différents événements qu'il y a eu en Ukraine depuis le début des années 90, on constate que sur les temps les plus récents, les Américains se sont mis de plus en plus à soutenir l'Ukraine, mais dans cette perspective de gêner les Russes. Le terme, c'est gêner les Russes. Parce que si on regarde bien, quand il y a eu les mouvements populaires très importants en Ukraine en 2014 contre le président ukrainien, qui était plutôt d'ailleurs pro-russe, on voit bien que l'ambassade américaine sur place ou que les États-Unis ont été en faveur des mouvements populaires. De même qu'on a bien vu que suite à l'annexion de la Crimée en 2014, les Américains ont commencé à se dire « bon, on va former l'armée ukrainienne au modèle standard des troupes de l'OTAN et qu'on va donc commencer à intervenir ». Et donc on voit bien qu'à travers les différents événements qu'on a eus, et dernier point, et non des moindres si vous me permettez, lors de l'attaque russe déclenchée le 24 février 2022, beaucoup de sources nous amènent à considérer qu'évidemment les renseignements américains et les services secrets américains ont donné des informations qui ont été capitales dans la capacité de l'armée ukrainienne à résister sur un assaut initial. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le terme donc clé, c'est « gêner les Russes ». Et il est très précis finalement. Et il a été complètement conceptualisé par un auteur, Zbigniew Brzezinski, dont d'ailleurs la carrière est intéressante puisqu'il était originellement natif de la Pologne. Il est devenu un conseiller à la sécurité de Jimmy Carter entre 1977 et 1981. Et dans le cadre des années 90, il a écrit un ouvrage qui est très très important pour comprendre la thématique telle qu'on est en train de l'appréhender ensemble, Olivier, Le Grand Échiquier. D'ailleurs, le sous-titre est intéressant aussi, L'Amérique et le reste du monde. Et alors là, il y a une première carte qui apparaît et qui est assez intéressante parce que cette carte
dans un chapitre 4, dont je m'empresse de dire qu'il est le trou noir, donc on va expliquer ce que c'est que ce trou noir, montre l'Union soviétique telle qu'elle a implosé. Et d'ailleurs, sur cette carte, on voit qu'il y a un certain nombre de flèches qui sont en reflux, voilà, c'est le terme. Il y a comme une sorte de reflux maritime, parce que finalement, l'Union soviétique, de par les différents événements de la fin des années 80, début des années 90, ils perdent toute, avant que d'imploser, toute influence dans l'Europe orientale telle qu'il avait avec le pacte de Varsovie, et sur plusieurs États qui vont devenir indépendants. On pense notamment aux États baltes et à l'Ukraine, et puis même, l'Union soviétique va être amenée à imploser. Et à la page 121 de cet ouvrage, dans la collection plurielle, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la pensée de Brzezinski, ne serait-ce même que sur cette simple page. Parce que là, Brzezinski commence à dire, d'abord, il y a une sorte d'état, ça c'est moi qui utilise le terme, mais de sidération, devant tout d'un coup l'implosion de cette grande puissance qui était le plus grand État au monde et qui est en train de créer un vide stratégique. Et donc Brzezinski dit, on ne doit pas laisser s'installer un vide stratégique. Et donc on doit essayer de favoriser le développement de la démocratie. Et après, tout d'un coup, il commence à pointer deux menaces. Ne jamais laisser, par esprit de revanche ou de frustration, la possibilité qu'une puissance naisse à nouveau en Eurasie. C'est très intéressant, si vous me permettez, à mon sens, parce que là, on voit bien qu'on s'inscrit complètement dans la pensée qu'on vient d'évoquer, Eurasie, le pivot, Earthland, et on dit, oula. Donc, on a pu, par un certain nombre de circonstances, faire en sorte que cette puissance soit repoussée. Donc, il faut la maintenir. Mais par contre, il y a quelque chose qui est assez intéressant en cette bas de page, c'est qu'à un moment, il dit « elle », alors là, évidemment, on parle « elle », l'Amérique, dans cette zone, la plus grande crainte, c'est qu'il ne faut pas laisser s'installer l'anarchie politique. Et là, je m'arrête un instant, une fois qu'on a fermé les guillemets, pour faire remarquer quelque chose. Donc, ça veut dire que la crainte des États-Unis, c'est qu'il y ait une implosion de la Russie. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. Car si tout d'un coup, si on se met dans ce scénario pour l'instant hypothétique, d'une Russie qui serait défaite, voire qui serait amenée à imploser, comme on l'a connu dans un certain nombre de cas dans l'histoire, mais là, il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, il y a le problème de la gestion de l'arsenal nucléaire russe. Excusez du peu, on est autour de 5900 ogives nucléaires. Mais surtout, si on imagine 15 États à la place d'un seul, là, tout d'un coup, on crée un déséquilibre complet, voire un appel d'air sur lequel on va revenir par la suite, qui pourrait servir à un autre État. Et ce dont on est en train de se rendre compte là, c'est qu'on est en train de dessiner ou d'esquisser une deuxième nuance. Car à la première nuance, qui était d'ordre plutôt budgétaire, on se rend compte là, et qui pourrait d'ailleurs s'expliquer par une sorte de nuance vis-à-vis de la Russie, car on a le sentiment qu'il ne faut pas laisser gagner la Russie, mais il ne faut pas forcément non plus faire en sorte qu'elle perde trop. Parce qu'on se rend bien compte là, par rapport déjà au début de nos propos, qu'on n'est plus totalement dans les objectifs tels qu'on pouvait spontanément les prêter aux Américains. Il y a une façon de voir qui est de regarder comment on considère l'autre, donc là la Russie, la région, mais il y a aussi une autre façon de faire, c'est regarder quelle est la vision, quelle est la place, quelle est la nature des États-Unis aujourd'hui, quelle est la nature de leur puissance et en quoi ça conditionne leurs objectifs. C'est très juste. La vraie question, c'est quelle est la nature de la puissance américaine aujourd'hui? Et si on arrive à la définir, peut-être qu'on va surenchérir sur notre nuance ou sur notre surprise. Pourquoi et de quoi s'agit-il? Quelle est l'idée spontanée qu'on a envers les États-Unis? Je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement, si vous le voulez bien et si vous m'autorisez, avec une série américaine qui est aujourd'hui désuète, mais dont l'intitulé déjà évoque tout, Happy Days. Les jours heureux ou les jours glorieux, si vous me permettez une traduction extensive. Parce qu'à quoi fait-on allusion? C'est les États-Unis des années 50. Et les États-Unis des années 50, par raccourci, c'est les États-Unis en 1945. Et les États-Unis en 1945, il y a deux chiffres qui sont vraiment incroyables. C'est que globalement, 49% de la production industrielle mondiale, c'est les États-Unis à eux seuls. Et les 2 tiers des réserves en or, c'est les États-Unis à eux seuls. Donc là, on a affaire
à une puissance qui est d'abord et avant tout une puissance économique ou macroéconomique, monétaire, industrielle. C'est très clair. Alors évidemment, c'est une puissance qui est polymorphe. C'est une puissance qui a un versant militaire. Mais cette puissance est une puissance qui a un versant militaire, un versant politique, mais dont les fondamentaux, le fondement, l'articulation première, c'est évidemment la puissance macroéconomique et la puissance monétaire. Mais est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui, ça? Et pour essayer peut-être de prolonger notre interrogation, on va essayer de s'appuyer sur la réflexion de 2 ou 3 auteurs, si vous le voulez bien, qui vont nous permettre d'étayer notre pensée. Parce que quand on reprend déjà un ouvrage d'Emmanuel Todt qui a été publié en 2003, notamment le 3e chapitre, qui s'appelait « Après l'Empire », sur le déclin des États-Unis d'Amérique, déjà, il y a une réflexion qui est assez intéressante parce qu'elle est principalement axée autour d'un agrégat qui, c'est vrai, est important en macroéconomie, surtout dans des perspectives géopolitiques, c'est la balance commerciale. Et là, il y a une page qui est totalement intéressante parce que l'observation d'Emmanuel Todt consiste à nous faire remarquer que les États-Unis ne sont-ils pas en train d'être dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire ne sont-ils pas en train de devenir un pays anciennement producteur à un pays consommateur? Et là, pour appuyer sa pensée, il fait remarquer que dès 2001, quand on regarde objectivement les chiffres, ils sont très étonnants. Parce que quand on regarde la balance commerciale des États-Unis d'Amérique, le constat, c'est qu'ils sont déficitaires avec tous les pays. J'ai bien dit avec tous les pays. Et j'invite nos auditeurs à aller relire ce 3e chapitre. Quand ils verront la déclinaison de la liste des pays, c'est très étonnant. Et sur tous les secteurs. Primaire, secondaire et tertiaire. Et donc là, le résumé d'Emmanuel Todt, c'est de dire, en fait, les États-Unis vivent à crédit. C'est le fameux concept de la Ligue de Délos. Athènes finit par, finalement, avoir une puissance géopolitique qui ne peut s'exprimer que par le crédit que lui accordent les autres. Crédit à la fois politique et crédit financier. Et de prolonger le raisonnement, si vous voulez bien, à travers un ouvrage pour avancer de la 2e décennie de ce 21e siècle, Graham Allison, vers la guerre, l'Amérique et la Chine tomberont-ils dans le piège de Thucydide? Parce que même si ce n'en est pas l'objet premier, je le reconnais, ce qui est intéressant, c'est que Graham Allison, pour montrer qu'on va vers une rivalité qui s'accentue de plus en plus entre les 2 États qu'on a cités, est obligé de partir sur une première partie, le réveil de la Chine, qui montre que les États-Unis sont plutôt sur une économie qui ralentisse, alors qu'à contrario, on rappelle l'importance de la vitesse pour qu'il y ait tentation du piège de Thucydide. Et il faut qu'il y ait la montée en puissance d'une économie chinoise. Et on regarde bien d'ailleurs que sur la 20aine de pages de cette première partie, on est sur une succession de données et de chiffres de l'économie chinoise qui sont tous plus étonnants les uns que les autres, à la fois dans la dimension des chiffres qu'ils expriment, mais dans la rapidité à laquelle ils évoluent et dans la montée en puissance de la Chine. Donc on est, et j'insiste avec Graham Allison, dans la continuité d'une nuance d'une puissance américaine qui, a priori, ne serait plus économique. Et là, la question se pose, mais quelle est sa nature? Et là, c'est Paul Kennedy qui vient à notre secours, dans un ouvrage majeur en géopolitique que je conseille vraiment à tous nos auditeurs, « Naissance et déclin des grandes puissances ». Et là, en particulier, il y a un axe qui est très important à appréhender. Quel est cet axe? C'est qu'une puissance en géopolitique peut s'exprimer selon globalement 3 facettes ou 3 vecteurs principaux. L'économie et la macroéconomie, la politique et le militaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le constat à travers les siècles, puisque globalement, c'est l'analyse des grandes puissances géopolitiques et des logiques fondamentales de la géopolitique du XVIe siècle jusqu'à la fin du XXe, Paul Kennedy fait remarquer que quand les puissances, si elles naissent sur des logiques monétaires, industrielles et économiques, perdent de leur puissance économique, elles ont tendance à compenser cette perte de puissance économique par une surenchère dans la puissance militaire. Et en réalité, elles cherchent à conserver leur assise politique, mais en s'appuyant davantage alors désormais sur la puissance militaire que sur la puissance économique. Et là, on a une clé de compréhension qui est capitale par rapport à ce que font les États-Unis en Ukraine, et je vais vous l'expliquer. Parce que pour dire clairement les choses, a fortiori avec les chiffres qu'on a évoqués en premier, ce dont on se rend bien compte, parce qu'il y a une précision que je n'ai pas encore faite, c'est que quand on reprend le chiffre de 909,4 milliards de dollars
Alors on repart à la page 15 du Military Balance de l'Institut international pour les études stratégiques. Et là, je demande à toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter de bien entendre ce qu'on va se dire. Le budget militaire américain est légèrement supérieur à la somme cumulée des 14 budgets des États qui suivent les États-Unis d'Amérique. Pour qu'on se comprenne bien, je vais insister, ça veut dire que de la deuxième plus grande puissance militaire à la 15e plus grande puissance militaire dans le monde, budget cumulé, on le voit bien sur le graphique, le budget américain à lui seul dépasse la somme cumulée de ces 14 autres plus grandes puissances militaires. Donc là, quand on dit ça, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les États-Unis sont une puissance militaire d'abord avant tout. Alors maintenant, on reprend la logique, certes, avec un pendant macroéconomique, certes une puissance polymorphe, mais ce dont on est en train de se rendre compte, c'est qu'en réalité, on est sur une puissance qui a totalement inversé ses vecteurs. C'est plus du tout les mêmes. Et pourquoi est-ce que c'est capital dans le cadre de notre thématique ? Parce que ça repose la question des objectifs. Parce qu'a fortiori dans une guerre, ce qu'on peut légitimement attendre d'une puissance militaire, c'est qu'elle s'investisse énormément, y compris d'un point de vue militaire. Et là, on voit bien qu'on a plutôt l'impression d'avoir une retenue. Donc, il y a un autre facteur qu'il va falloir prendre en considération. On s'est effectivement concentré sur l'Europe et l'Orient oriental. Il y a peut-être un autre acteur géopolitique qu'il ne faut pas négliger et que vous avez cité en creux, et notamment quand on pense à la question économique. Bien sûr. Et en réalité, cet acteur, c'est le seul acteur auquel les États-Unis sont en train de penser à l'heure actuelle. Et pour que nos auditeurs comprennent bien la démarche, tout ce que les États-Unis font aujourd'hui en Ukraine ne peut se comprendre qu'à l'aune de l'observation d'un autre acteur qui, pour eux, est le concurrent principal, la Chine. Parce que si on regarde bien maintenant ce qui se passe, ce qu'on est bien obligé de constater, c'est que l'intervention américaine, je vais utiliser un premier terme, j'en utiliserai un autre peut-être tout à l'heure en phase de conclusion, elle est mesurée. Mais pourquoi ? Il y a trois raisons qui vont étayer ce qu'on est en train de dire, si vous voulez bien. La première, c'est que les Américains, par rapport à la Chine, je dis bien par rapport à la Chine, ne peuvent pas ne pas intervenir en Ukraine. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les Américains ne sont pas en train d'intervenir en Ukraine. Oui, bien sûr, pour aider les Ukrainiens, mais parce qu'ils ont bien compris que s'ils n'interviennent pas en Ukraine, surtout dans la continuité de ce qui est perçu comme un recul en Afghanistan avec le départ de Kaboul le 15 août 2021, ça pourrait laisser à être interprété comme une situation soit de faiblesse, soit de désintérêt par la Chine, et donc encourager la Chine à poursuivre plus ses objectifs. Et là, on pense évidemment à Taïwan, que d'ailleurs, dont on avait évoqué l'importance primordiale en termes de géopolitique actuelle dans une de nos séances précédentes. Mais alors là où on est dans l'équilibre, c'est qu'il ne faut pas non plus trop intervenir. Parce que ça pourrait être le réflexe à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire. Parce que si vous intervenez trop, Olivier, qu'est-ce qui se passe ? Vous donnez peut-être l'impression que d'être totalement aspiré par une situation locale, d'être totalement embourbé, pour prendre l'image du Vietnam, et donc là aussi vous encouragez, on va dire, une puissance rivale, parce que vous lui donnez l'impression que peut-être c'est le moment ou le temps stratégique opportun qu'on d'intervenir, puisque en réalité vous êtes totalement engoncé par ailleurs. À ce premier argument d'équilibre dans l'intervention, quand on remet en perspective tous les arguments qu'on a évoqués, on voit bien que d'ailleurs, à travers les chiffres, à travers la culture géostratégique, à travers la mise en perspective historique, qu'on est sur une intervention relativement, encore une fois, mesurée. Et le deuxième point qui est assez intéressant, c'est que l'enseignement que les Américains ont tiré de leurs campagnes respectives en première décennie du XXIe siècle et deuxième décennie du XXIe siècle, c'est qu'il faut arrêter de se disperser. Parce que la montée en puissance de la Chine est telle, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue militaire, ça aussi c'est une séance qu'on avait été amené à faire sur l'armée chinoise, est telle qu'il faut arrêter de se disperser. C'est d'ailleurs bien le sens du discours du président américain Biden à la fin d'août 2021, disant il faut absolument qu'on se rassemble et qu'on se recentre sur les vraies questions d'ordre géopolitique. C'était d'ailleurs très très clair, on va dire, même si les sous-entendus étaient encore présents. Et puis il y a un troisième vecteur qui me semble aussi intéressant, parce qu'il vient surenchérir sur tout ce qu'on est en train de dire, c'est de voir les moyens et les dynamiques telles qu'elles sont mises par les États-Unis en Asie du Sud-Est. Il y a 50 000 soldats américains au Japon à l'heure actuelle. Il y a 30 000 soldats américains en Corée du Sud à l'heure actuelle. Et si on regarde bien où les États-Unis sont vraiment concentrés pour tisser un réseau d'alliances, là aussi pour essayer de contenir une puissance qui semble les gêner,
Ben, c'est l'AUKUS et le Quad. AUKUS et le Quad, qu'on avait évoqué précédemment là aussi dans une séance, et dont on voit bien que si on les conjugue, tous les deux en même temps, même s'ils sont sur des logiques différentes, on a le Japon, on a l'Australie, on a le Royaume-Uni, et on a l'Inde, excusez du peu. Donc on voit bien qu'en réalité, là il y a une sorte de fixation que font les États-Unis d'Amérique sur la montée en puissance de la Chine, et que paradoxalement peut-être, tout ce qui était en train d'être mis en place en Ukraine, ce serait le cas aussi pour d'autres secteurs, est mis en place en considération première de la rivalité avec la Chine. Ce dernier point nous permet de révéler une cohérence de la politique et géopolitique américaine. Est-ce qu'on peut synthétiser ce qui a été abordé et peut-être dégager une perspective? Oui, et ça me semble important. En fait, le terme qui correspond le plus finalement à l'action américaine en Ukraine et aux objectifs américains en Ukraine, c'est qu'ils sont calibrés. Ils sont avec énormément de précaution et de précision calibrés. Parce que si on regarde bien, qu'est-ce qu'on peut constater et pourquoi peut-on dire à juste titre qu'ils sont calibrés? C'est calibré parce que les Américains ne veulent pas d'une victoire russe qui amènerait une renaissance, de leur point de vue, d'une grande puissance en Europe orientale sur les bases du Heartland et du containment tel qu'on les a évoqués. Mais calibrés parce qu'ils ne veulent pas, me semble-t-il, d'une défaite décisive de la Russie. On les voit bien dans les propos de Brzezinski, parce qu'en réalité, maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. L'appel d'air qu'on évoquait justement par FMI tout à l'heure, c'est qu'évidemment, ça rendrait la Chine beaucoup plus puissante dans les régions de Sibérie orientale, avec une implosion de la Russie. Donc on arriverait exactement au contraire de ce que souhaitent les Américains. Calibré aussi, parce qu'on voit bien que dans la continuité de nos propos précédents, si les Américains n'interviennent pas du tout en Ukraine, on ne peut que s'étonner que de l'absence de réaction d'une puissance qui reste la première puissance géopolitique au monde, qui est moins dans une puissance unilatérale que ce qu'on pouvait appréhender peut-être il y a 10 ou 15 ans. Hubert Védrine a appelé les États-Unis l'hyperpuissance, mais qui reste une puissance, et une réponse qui est calibrée, parce que il ne faut pas non plus trop s'impliquer, parce qu'on voit bien la dispersion qui pourrait être un encouragement par rapport à la Chine. Ça nous amène sur un deuxième point, en fait, qui est très très important. On voit bien que les objectifs américains tels qu'ils sont dessinés par rapport à l'Ukraine obéissent à un objectif politique. Et cet objectif politique, et qui est légitime évidemment pour les Américains du point de vue américain ou pour les États-Unis, c'est que pour les Américains, il faut par ces actions rester la première puissance géopolitique incontournable dans le monde, et que toutes les actions sont faites pour montrer que les Américains doivent être en capacité de pérenniser ce rôle-là. Et franchement, on ne peut pas reprocher aux États-Unis de défendre les intérêts américains. Ça, puisque ça nous a conduit vers la conclusion, ça nous permet de rappeler que Karl von Clausewitz avait bien précisé que sur toutes les questions de guerre ou les questions de géopolitique, si on voulait remporter la victoire et d'ailleurs mettre fin à la guerre, il fallait avoir un objectif politique clair. Et là, tout d'un coup, peut-être pour boucler la boucle en termes de dynamique, il y a un autre acteur qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est d'ailleurs assez révélateur, n'est-ce pas, à qui on pourrait tout d'un coup poser aussi également la question en ce sens, parce que là, si on commence à mieux comprendre quels sont les objectifs américains et les raisons politiques américaines telles qu'elles cadrent, le terme est important, l'intervention en Ukraine, on pourrait peut-être s'interroger sur quels sont les objectifs que poursuivent l'Union européenne et les Européens en Ukraine. Ça, à mon sens, à égard à ce qu'on vient de dire, ça devient une vraie question. Et je n'ai pas la réponse, j'espère qu'on pourra y répondre dans un prochain rendez-vous de la géopolitique. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.